Merci de votre accueil. Et puisque finalement j'ouvre cette présentation, bien comme Peter Wirtz vient d'expliquer à peu près l'essentiel des choses, on va pouvoir passer à l'intervention de Bernard, puisque je crois que le panorama qu'il a dressé était un panorama effectivement assez complet. Plaisanterie mise à part, je remercie l'Université de Lyon, mais je voudrais surtout la féliciter, si je puis me permettre, pour avoir mis à l'agenda cette question de l'open access. C'est vrai que pour certains, cette question est une question assez technique, qui est assez loin des préoccupations politiques et stratégiques un petit peu enfouies dans le système. Or, on va voir, et j'espère qu'on va réussir à le construire ensemble et à le démontrer ensemble, que finalement c'est assez stratégique. Et c'est important pour un site aussi important que le site lyonnais au sens général du terme, Lyon et Saint-Étienne bien sûr, de prendre directement en compte cette problématique et de devenir peut-être, j'espère, un des lieux dans lequel les choses pourront avancer assez rapidement. Enfin, en tout cas, vous en avez l'opportunité. Ce que j'ai présenté là n'est pas uniquement de mon fait, c'est un travail collectif au sein de Couperin, et je voudrais remercier, avant de commencer, Grégory Colcana, qui n'a pas pu nous rejoindre, qui est le coordinateur de Couperin, qui a largement participé à cette réflexion, et puis Monique Joly, alors qui est là, la régionale de l'Étape également, qui est responsable du service études et prospectives de Couperin et qui s'implique en particulier sur toute la dimension accès ouvert. Voilà. Alors, brièvement, les éléments du décor en complément de ce que Peter a pu dire tout à l'heure. D'une part, les spécificités qu'on ne maîtrise pas encore complètement, que tout le monde n'a pas complètement bien intégré, me semble-t-il, qui sont les spécificités du passage du papier à l'électronique. Se posent des questions de type support, bien sûr, de type usage, et dans les usages, on va tomber assez rapidement sur des questions juridiques. Quand on travaille sur du papier, eh bien, on connaît depuis pas mal d'années la notion de droit d'auteur. Dans le domaine du numérique, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a à la fois le droit d'auteur et le droit d'usage. Et les deux s'articulant bizarrement parfois. Les bénéficiaires, quand on achète un livre ou quand on achète une revue, on peut la donner et la faire lire à n'importe qui. Quand on s'abonne à une ressource électronique, on n'a pas le droit de céder ses droits, sauf dans un certain nombre de conditions. Et en fait, la logique qui est derrière ça, c'est que quand on achète du papier, on achète un bien matériel et on sait ce que c'est que manipuler des biens matériels. En revanche, quand on achète de l'électronique, il y a une ambiguïté permanente entre achète-t-on quelque chose de matériel, en partie oui, si par exemple on sait importer sur une de nos plateformes la ressource, mais on achète souvent un service, c'est-à-dire un droit d'accès, un droit d'usage, avec des restrictions quant à la cession de ce droit. Donc, simplement pour remettre un peu le paysage, les éléments dans le paysage. Ensuite, deuxième remarque, toujours générale, le rôle des publications scientifiques. Ça a été évoqué tout à l'heure. Évidemment, le rôle de la publication scientifique, c'est de transmettre, de diffuser, de débattre des idées de la recherche. Bon, ça existe depuis qu'on parle de recherche. Ça a aussi un autre objectif, et souvent, malheureusement, ce deuxième objectif peut prendre le pas sur le premier, qui est de fournir une forme de labellisation, de notoriété, quant au travail d'un chercheur, d'une équipe, d'une institution. Et la conséquence de cela, qui a été largement amplifiée avec le passage à l'électronique, au numérique, c'était la course aux indicateurs et l'idée selon laquelle on allait pouvoir construire des algorithmes qui étaient capables de construire des labels, des classements de notoriété entre tel chercheur et tel autre, entre telles équipes, etc.
En plus, complexité supplémentaire, tout ceci n'est pas homogène parce que c'est souvent très domaine dépendant. Et c'est vrai que les comportements ne sont pas les mêmes quand on fait des mathématiques, quand on fait de la physique, quand on fait du droit, quand on fait de la linguistique, etc. Et donc, ça, c'est une complexité supplémentaire. La notion d'indicateur, le poids des publications ne s'exprime pas exactement de la même manière dans un domaine et dans un autre. Alors, les enjeux de l'accès ouvert, de l'open access. On trouve derrière cette terminologie différents enjeux qui sont d'ordre économique, d'ordre sociétal, stratégique, comme je le disais tout à l'heure. Et ceci est le fruit de deux facteurs qui ont conduit à la situation actuelle, le numérique, l'informatique et les réseaux, si vous voulez, avec tout ce que ça importe comme modification ce que ça implique comme modification de comportement, et la mondialisation. C'est-à-dire le fait que, à la fois dans le domaine de la recherche, mais dans le domaine économique et dans le domaine des entreprises, eh bien, les frontières n'existent plus vraiment. Et je crois que l'open access, si on en parle aujourd'hui, si on veut réfléchir au passage au numérique libre pour beaucoup, eh bien, c'est bien parce que derrière, il y a eu ces deux facteurs qui ont pris une importance extrêmement grande dans notre monde. Alors, comme Peter l'a dit tout à l'heure, beaucoup d'entités se sont emparées de cette question et c'est pas complètement neutre de voir que la Commission européenne et l'Union européenne de manière plus générale, depuis un certain nombre d'années, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, se préoccupent de ce phénomène et regardent comment finalement on peut essayer d'améliorer le système au profit à la fois de la recherche, des chercheurs, avec un certain nombre de recommandations, en particulier donc, lors d'une communication de juillet 2012, c'est pas ancien, l'idée de développer l'open access pour accélérer l'innovation, donc la diffusion instantanée et transfrontière de l'innovation, donc derrière l'idée de commercialisation plus rapide, de croissance rapide, etc. Une deuxième idée qui est d'encourager, de favoriser le réseautage, comme on dit au Québec, d'encourager les collaborations et d'éviter donc la duplication d'efforts. Une idée aussi qui est, par son caractère assez universel, le fait de pouvoir réutiliser des résultats antérieurs dans des travaux actuels plus facilement que quand on était simplement face à de la documentation papier. Et puis, une autre idée qui est développée, je trouve que c'est bien que l'Union européenne essaye de la promouvoir, c'est l'idée de, si on a... C'est un peu un leurre d'une certaine manière, c'est pas quelque chose de facile parce que ça nécessite des intermédiaires, mais si on a un accès ouvert à la recherche, aux résultats de la recherche, d'une certaine manière, il pourrait y avoir moins de barrières entre la société et les chercheurs. Ça nécessite souvent des médiateurs pour rendre les résultats de la recherche plus acceptables, plus accessibles. Voilà. Alors, ce concept open, on peut le décliner sous différentes formes. Je pense qu'on va parler ici d'open publication, les publications ouvertes, mais on ne parlera pas beaucoup, enfin, ça sera selon vos interventions bien entendu, mais il y a tout un autre chantier qui est en train vraiment aujourd'hui de s'ouvrir, voire d'exploser, qui est l'accès ouvert aux résultats de la recherche, aux données de la recherche. Donc pas simplement aux publications qui en sont une forme d'exégèse, mais aux données elles-mêmes. Et ça pose tout un tas de questions. Je ne vais pas les lister ici, mais simplement des problèmes de codification, des problèmes de propriété de données, des problèmes de stockage de données, des problèmes de pérennité des données, etc. Ça concerne l'évaluation. Et là, on a encore des progrès à faire sur la question d'évaluation, l'open évaluation. Et puis, ça concerne l'innovation.
L'ensemble, en fait, est en train d'être recouvert par un terme un peu générique, et moi je pense que ça mériterait de faire un peu d'épistémologie là-dessus et de réfléchir un tout petit peu là-dessus, qui est la notion d'open science, c'est-à-dire le fait d'aller vers une démarche nouvelle, plus ouverte en termes de science, et permettant en tout cas de mettre à disposition des chercheurs comme d'autres acteurs l'ensemble du paysage de la recherche qui est en train de se construire, pour pouvoir réutiliser et pour pouvoir traiter de ce genre de choses. Alors il faut savoir qu'il y a un certain nombre de réflexions, et la notion d'open science, par exemple, est l'objet d'un certain nombre de séminaires aujourd'hui à Bruxelles, et je pense que derrière, soit sous forme de directives, soit sous forme de conseils et de communication, un certain nombre de lignes directrices vont être proposées. Dans le même temps, la question du financement de l'édition est une question qui est apparue comme étant très lourde. Alors, juste un petit coup d'œil sur le champ de l'édition. C'est un secteur économique qui est un peu l'objet de ce qu'on peut appeler une concurrence imparfaite. Parce que dans une vraie concurrence, ça veut dire que finalement on produit des objets qui ont les mêmes fonctionnalités. Or, deux revues ne sont pas nécessairement concurrentes parce qu'elles ne produisent pas nécessairement les mêmes attentes. Un deuxième phénomène que nous avons tous vécu et qui est vraiment très lourd, et on le sait ô combien dans la gestion d'un établissement, ce sont les conséquences de la concentration du marché de l'édition. C'est-à-dire que depuis à peu près une vingtaine d'années, là où on avait un éparpillement d'éditeurs de toute taille au travers du monde, on a vu des grands systèmes monopolistiques, capitalistiques, s'emparer de ce domaine. Et aujourd'hui, c'est quand même assez impressionnant, il y a 4 éditeurs qui publient 50% des revues à facteur d'impact, alors qu'ils n'éditent que 25% des titres. C'est-à-dire qu'on a une concentration qui est devenue quasi insupportable. 75% de l'activité de ces éditeurs se fait avec des services, et pas uniquement au travers de la vente d'accès à la publication, et que 2% seulement des éditeurs publient 100 titres et plus. Donc on a, à côté de cette concentration, tout un ensemble de petites maisons d'édition qui essayent de survivre, bon an, mal an, soit en attendant d'être achetées, soit en attendant de mettre vraiment la clé sous le paillasson, et puis d'abandonner les titres. Et je crois que c'est un phénomène qui est très très préoccupant, je pense, en termes de liberté et d'ouverture. Et puis, la volonté, ça c'est la démarche capitalistique claire, c'est d'essayer d'en vendre toujours le plus. Et donc, on voit les grands éditeurs style Elsevier, qui est en tête de liste pour ce genre de choses, proposer ce qu'on appelle des big deals, c'est-à-dire qu'en fait, on vous vend 2000 revues dans un contrat annuel, pluriannuel, alors que souvent, vous ne pouvez avoir besoin que de 200 revues ou 300 revues. Mais si vous ne demandez de payer que ces 200 ou 300 revues, de toute manière, on vous fera payer le même prix que pour les 2000. Et ça, c'est un impact du numérique, puisque finalement, la valeur de l'exemplaire n'existe pas. Ce qui compte, c'est la transaction commerciale. Et ça, on va y revenir, je pense, pendant la matinée. Ce qui me semble le plus important aujourd'hui, c'est que, au-delà simplement de l'acquisition des publications pour la lecture d'une publication, comme on a l'habitude de le faire depuis tout le temps, c'est la vente de plus en plus prégnante de services à valeur ajoutée. Donc, vous savez, les radars qui expliquent comment votre laboratoire, votre université est située par rapport à différentes dimensions scientifiques. On est en première position, à un tel niveau, etc. Des services à valeur ajoutée qui vous aident à faire de l'évaluation, vous aident à faire de la stratégie,
etc. Et ces services ajoutés qui sont dans la main de ces éditeurs. Donc je crois que c'est quand même quelque chose qui mérite d'être vraiment pris en considération. C'est la dernière ligne de ce transparent. C'est ce qu'on peut appeler la notion de souveraineté scientifique. Et cette notion de souveraineté scientifique, alors, qui est promue par un certain nombre de personnes, je cite en particulier Claude Kirchner, qui est à la présidence du CCSD aujourd'hui, et qui insiste sur ce concept, je crois que c'est quelque chose qui est assez fondamental. On voit bien que s'il n'y a pas de la part du monde de la recherche, des services publics qui sont associés, parce qu'une grande partie de la recherche, que ce soit en France ou ailleurs, est quand même financée par le contribuable, au bout du compte. Et si on laisse les choses aller, eh bien, finalement, ce sont d'autres qui vont nous aider ou qui vont définir pour nous les stratégies scientifiques, la qualité du travail de telle et telle personne, etc. Autrement dit, on perd quand même une bonne partie de notre souveraineté, et je crois que c'est important parce que c'est pas comme ça que le monde, notre système doit évoluer, me semble-t-il. Donc, aujourd'hui, il est bien clair qu'il y a un véritable défi à associer de manière honnête, entre guillemets, science et finance. Je réutilise le terme finance, je suis désolé. Le fait d'être prisonnier des augmentations décidées unilatéralement, c'est inacceptable. Les réactions des scientifiques qui ont été soit d'organiser des achats documentaires, mais qui d'une certaine manière encouragent l'aspect monopolistique. Donc négocier ces achats documentaires à plus grande échelle pour obtenir de meilleurs prix, c'est ce que fait Couperin depuis que Couperin existe, pratiquement. Bon, c'est difficile parfois. Et puis l'autre grand mouvement, qui est le mouvement de l'open access, dont on ne connaît pas vraiment le terme, l'horizon, mais qui est en tout cas une façon d'essayer de contourner la loi qui est imposée par certaines sociétés. Et comme je le disais, la réponse des éditeurs, et on verra en particulier dans ce qu'on appellera le Gold, l'Open Access Gold, la réponse des éditeurs qui est de dire ok, on fait de l'Open Access, mais vous payez pour cela. Voilà, donc la boucle est bouclée. Alors, le cadre général. L'idée, c'est très clair, rendre plus de l'open access, c'est de rendre accessibles les publications de niveau recherche, financées sur des fonds publics pour partager l'accès à la connaissance. Donc l'objectif, deux grandes catégories, toujours dans un survol rapide, le gold et le green. Le gold, c'est on publie un article qui est immédiatement accessible en accès ouvert. Le green, c'est on va déposer un article dans une archive avec des délais d'ouverture plus ou moins longs selon par exemple des règles d'embargo. Alors, quelques éléments quantitatifs. Les transparents, vous pourrez, j'imagine, vous pourrez les avoir. Donc, je peux aller assez rapidement sur les chiffres. J'en ai mis d'ailleurs à la fin du diaporama certains transparents sur lesquels je n'insisterai pas, mais que vous pourrez utiliser. En particulier, vous avez, grâce à Monique, un certain nombre de références sur ces différentes données. Donc sur la période 2004-2013, je prends par exemple dans le Web of Science, 25,6 millions d'articles sont signalés en open access dans le Web of Science. Même chose dans Chimago, extrait de Scopus d'Elsevier. Et on peut brosser rapidement donc, le paysage dans le cadre de ce qui s'appelle les archives ouvertes et la voie verte.
Différents modèles d'archives ouvertes existent, des archives d'établissement ou institutionnelles, et là on aura tout à l'heure avec l'exposé de Bernard Rentier de manière assez précise une stratégie d'établissement basée autour de la notion d'archives institutionnelles, des archives à vocation nationale, HAL en France par exemple, donc avec dans le cadre administratif du CCSD, et puis des archives thématiques comme Archive en physique ou comme PubMed Central dans le domaine de la médecine. Il faut savoir qu'en France, on essaye, bon an mal an, depuis un certain nombre d'années, de promouvoir la notion d'archives ouvertes au travers d'une charte qui avait été signée en 2006, qui n'a pas donné trop de résultats, et un deuxième protocole d'accord qui a été signé, je ne sais plus, c'était en 2011 ou 2012, je ne me souviens plus, 2013. Oh là, le temps donc qui associait presque toutes les institutions de recherche, enfin un grand nombre d'institutions de recherche et d'universités en France, pour promouvoir l'usage de HAL. Mais néanmoins, les résultats sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'en fait, les archives ouvertes en France, le poids des archives ouvertes en France reste, disons, encore très modeste. On regarde simplement la moyenne sur les 20 dernières années, un peu plus de 20 oui c'est ça, pratiquement 20 dernières années. Sur Chimago, on a 108 000 articles en 2013 et au total 421 000 articles au total sur ces 20 ans. Dans HAL, on est à 106 000 articles, c'est-à-dire que ça fait la part de HAL n'est qu'aujourd'hui de 7,46%. On a encore beaucoup à convaincre pour que l'on ait une production, enfin des publications en archives ouvertes qui soient beaucoup plus importantes. Ici, d'autres chiffres sur le nombre de documents dans les archives ouvertes, dans les archives universitaires, universités, écoles, organismes de recherche. Avec la France qui est à 340 000. Alors la Belgique sur 650 000, dont aujourd'hui 121 501, c'est ça Bernard, pour l'université de Liège, donc champion toute catégorie. Et puis les politiques institutionnelles qui sont supposées encourager, voire obliger au dépôt en archives ouvertes, eh bien, ces politiques institutionnelles restent assez modestes. Et pour la France, on est à, je crois, 17 établissements qui promeuvent fortement la publication en archives ouvertes, là où, dans d'autres pays, on a des résultats qui sont plus importants. Quelques exemples, l'ANR en 2007 ne donnait pas d'obligation de dépôt. Le CNRS en 2006, il n'y avait pas d'obligation explicite. Et puis on a un certain nombre d'établissements qui promeuvent effectivement ces dépôts. Si vous voulez, il y a un rapport, pas toujours facile à lire, qui vient de sortir lié à un projet européen. Le projet européen, c'est Pasteur for OA, Open Access, qui analyse la relation entre la politique institutionnelle et le nombre de dépôts. Et la politique institutionnelle qui peut s'exprimer sous la forme d'une obligation de dépôt, d'une obligation forte, puisque le dernier point, par exemple, il va y avoir un lien entre le fait que vous déposiez et les mécanismes d'évaluation de votre carrière, par exemple, qui vous sont appliqués. Donc ça peut être des choses qui sont assez combinatoires, ou alors simplement des conseils
ou un conseil positif pour déposer dans une archive ouverte. Et selon le cas, évidemment, les résultats sont très sensibles, et je reprendrai tout à l'heure l'exemple de l'université de Liège. Alors, comment assurer le dépôt dans les archives institutionnelles? Le fait que le dépôt soit obligatoire ou facultatif, donc des politiques d'incitation au dépôt ou des politiques d'obligation ou de quasi-obligation. Je ne sais pas, le président de l'Université de Lyon pourrait peut-être, avec ses collègues présidents des universités et des établissements membres, décider que le dépôt est obligatoire. Ça fera partie des débats, j'imagine, que vous pourrez avoir. Négocier avec les éditeurs. Est-ce que finalement on essaye de discuter avec eux, par exemple sur les problèmes de durée d'embargo? La sensibilisation, et on a des dispositifs de sensibilisation qui peuvent exister au travers de projets européens successifs qui s'appelaient Open Air, Open Air Plus, Open Air 2020. Open Air, c'était l'idée d'avoir non pas une seule archive à l'échelle européenne, mais d'avoir la possibilité, en s'appuyant sur des archives locales ou nationales, de faire remonter dans une archive simulée à l'échelle européenne l'ensemble des publications, avec une obligation qui est claire aujourd'hui à H2020, qui est expérimentale dans le 7e programme cadre et qui est impérative aujourd'hui dans H2020, qui est de dire toute publication résultant d'un projet financé dans le cadre de programmes européens doit donner lieu à une exposition sous forme d'archive, dans une archive ouverte. Et puis, une autre question qui est, et là ça s'adresse, c'est pas uniquement aux institutions, mais c'est aux États, de créer des conditions juridiques. Donc, l'idée, en particulier, l'un des obstacles que l'on peut rencontrer dans le dépôt dans une archive ouverte de la part d'un auteur, c'est, puisqu'il cède à la plupart des éditeurs ses droits lorsqu'ils demandent la publication de l'article, à partir de là, il n'a plus de droit de propriété industrielle, de droit d'auteur sur ces articles, et que peut-il en faire? Est-ce qu'il est néanmoins autorisé ou pas à utiliser l'article pour le déposer sur une archive ouverte? Donc on retombe sur des questions, les questions juridiques qu'on évoquait tout à l'heure. Les problèmes d'archives ouvertes et de possibilités, c'est vraiment très lié à des affaires juridiques. Et aujourd'hui, dans l'état des lieux actuel, c'est les conseils, guidelines de H2020 de la Commission européenne sont de dire, on demande que la durée d'embargo, c'est-à-dire la durée pendant laquelle on ne peut pas afficher dans une archive ouverte un article qui aura été publié dans une revue, dans le cas de domaines scientifiques, n'excède pas 6 mois. Et dans le cadre de domaines de type langue et sciences humaines, n'excède pas 12 mois. Une première question qui se pose, c'est évidemment, ceci c'est un guide à l'échelle européenne. Est-ce que l'on traduit ceci, est-ce que l'on importe ceci dans la législation nationale? Certains pays, je crois l'Italie, l'ont fait. Aujourd'hui, on a en France un vrai débat. Vous savez qu'il devrait y avoir un débat sur une nouvelle loi sur le numérique. Il y a une consultation qui a été largement ouverte en janvier et février. Est-ce que dans la future loi sur le numérique, des règles de ce type-là seront ou non affichées? Alors on sait très bien que ce n'est pas un long fleuve tranquille, en particulier un certain nombre d'éditeurs, et par exemple des éditeurs dans le domaine des sciences sociales et humaines, ne sont pas d'accord avec ça parce que
expliquant que les délais, disons, de vente de des revues ou des articles dépassent largement 12 mois, et donc il risque d'avoir une perte économique non négligeable. Donc ça fait partie vraiment des questions qui sont des questions importantes. Une autre façon, c'est de négocier avec les éditeurs pour que dans les contrats, lorsqu'on cède des droits d'auteur, il y ait un certain nombre de restrictions qui permettent, dans certaines conditions, de faire les publications en accès ouvert. Ça, c'est une autre voie, qui n'est pas la voie législative, mais qui est la voie de négociation, qui ne marche pas nécessairement très bien. L'autre idée, c'est le Gold. Et le Gold, c'est l'article va être immédiatement, lorsqu'il est accepté, va être publié en accès ouvert, avec plusieurs mécanismes financiers derrière. L'un qui est un mécanisme un peu d'espoir, qui est est-ce que les fonds institutionnels ou des fonds publics vont permettre finalement de payer ce travail d'édition et de publication. Une deuxième voie, et c'est celle qui est en train d'être largement utilisée par les éditeurs aujourd'hui, c'est le modèle de l'auteur-payeur, c'est-à-dire que l'on va demander à l'auteur, dont l'article est accepté, de payer pour que sa publication soit accessible en accès ouvert, avec des droits, qu'on appelle les APC, des droits d'accès, de paiement, qui vont être finalement définis par l'éditeur. Et on voit, quand on y réfléchit, ce qui est en train de se passer. Les éditeurs ayant craint assez fortement à un certain moment l'arrivée de l'accès ouvert, au travers du modèle Gold et des APC, sont en train non seulement de continuer à vendre souvent les abonnements, mais en plus de récupérer des moyens financiers provenant des auteurs. Donc c'est ce qu'on appelle le principe du double paiement. Alors c'est un peu plus subtil que ça, dans certains cas, mais en fait le principe général qui risque de se produire, qui risque vraiment de nous rattraper, c'est celui-là. Et ça a été assez fort, ce mouvement est assez fortement encouragé par différentes instances. En Grande-Bretagne, rapport Finch, publié il y a 3 ans, qui promouvait le Gold, avec, je sais plus, 60 millions de livres qui étaient apportés par le gouvernement britannique pour aider à la publication sous forme d'auteur-payeur, a conduit à finalement une perte financière, enfin, une dépense extrêmement rapide et très importante, qui fait qu'aujourd'hui les Britanniques sont plutôt en train de faire marche arrière par rapport à ce modèle. Et même l'obligation dont je parlais tout à l'heure de la Commission européenne, assortie pour H2020, assortie de la possibilité de faire des paiements APC dans les projets européens, des dépenses éligibles, c'est-à-dire qui seront financées à l'échelle européenne, entraîne un mouvement, évidemment, vers le Gold, qui est un mouvement extrêmement fort, puisque les gens ont l'impression, les chercheurs comme les équipes bénéficiant de projets européens, se disent, de toute façon on m'oblige, on me donne l'argent, donc je ne vois pas pourquoi je n'utiliserai pas ce type de dispositif. Donc on est entraîné aujourd'hui dans un autre mécanisme qui me semble un mécanisme extrêmement pernicieux et qui, à terme, peut conduire à l'explosion effectivement du système. Alors, bon, vous verrez ce slide, c'est transparent. On parle en particulier dans la publication sous forme de Gold, les choses sont encore plus compliquées que ça, parce que dans le cadre, vous avez un certain nombre de revues qui s'intitulent des revues hybrides, c'est-à-dire qu'il y a une partie des articles de ces revues qui sont accessibles en accès ouvert, et une autre partie qui sont simplement des publications classiques de revues. Ce qui peut vous conduire, vous, lecteurs, à vous abonner à ces revues. Et comme il n'est pas toujours très transparent de savoir
quels sont les articles qui sont en open access et ceux qui ne le sont pas, et que ce n'est pas une tendance naturelle des éditeurs de le faire apparaître, eh bien, vous vous retrouvez à payer effectivement l'abonnement et à ne pas savoir exactement ce qui est en gold et ce qui n'est pas en gold, donc vous payez plein pot l'abonnement, pour faire simple. Voilà. Et le coût des APC, Article Processing Charge, vous voyez, ça peut varier entre 500 € et 6 000 € dans certains cas. Donc on peut vite, si on n'a pas de subvention externe, dépenser beaucoup de choses. Alors, je suis en train de dépasser mon temps. Il me reste 3 minutes. 3 minutes pour tout, ça va être dur. Bon, je passe assez rapidement. Alors, bon, une voie quand même qui peut être intéressante, mais qui, pour le moment, apporte de l'espoir, mais n'a pas encore complètement transformé cet espoir en une réalité, c'est d'avoir ce qu'on peut appeler des épijournaux, c'est-à-dire des journaux qui nativement sont en open access, avec des mécanismes de peer reviewing et d'évaluation qui leur soient propres. La grande question derrière tout cela, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur la notoriété des revues et l'intérêt pour un chercheur de publier dans des revues qui ne leur apporteraient pas peut-être en retour, en financement ou en carrière, finalement la visibilité qu'apporteraient des revues standards. Alors, j'ai 3 minutes, donc on va aller vite. Et je vais parler un tout petit peu des enjeux pour la science. Peter l'avait évoqué tout à l'heure. Bon, il y avait les enjeux qui étaient évoqués, j'ai repris simplement ici ce que je disais en termes d'arguments développés par la Commission européenne. J'insisterai quand même sur le point suivant, sur l'importance qu'il y a d'être propriétaire de grandes bases de données, de publications et éventuellement de données de la recherche, et d'être propriétaire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir un droit d'accès, mais il faut pouvoir disposer de ces bases de données de telle manière que l'on puisse, sur ces bases de données, développer des algorithmes qui permettent de faire de la recherche, qui permettent de faire des statistiques, qui permettent de faire des croisements de données. Alors ça, c'est à la fois pour évaluer, c'est à la fois pour développer de nouveaux mécanismes de recherche, parce que le croisement d'une base de données de sciences sociales avec une base de données en biologie, par exemple, peut permettre de faire apparaître des interactions extrêmement intéressantes, et donc des nouveaux mécanismes de recherche par le croisement. Mais ça suppose que vous disposez de ces bases de données. Et ça, aujourd'hui, c'est l'objet d'un vrai bras de fer dans les négociations avec les éditeurs, la capacité ou non de faire ce qu'on appelle du TDM, Text and Data Mining, c'est-à-dire le fait de pouvoir aller piocher dans des bases de données de publication un certain nombre d'informations pour faire tout un tas de choses que vous pouvez facilement imaginer. Et aujourd'hui, dans les négociations, par exemple, que nous avons avec les éditeurs dans le cadre de Couperin, ce n'est pas le tout de pouvoir définir le prix, le coût d'achat, c'est le fait de pouvoir rapatrier les publications sur des plateformes qui nous appartiennent, nationales ou européennes, peu importe, et de pouvoir développer sur ces données des algorithmes divers et variés on pourra en parler un tout petit peu plus tout à l'heure, mais c'est vraiment, je pense, la question. Et je reboucle là sur la notion de souveraineté scientifique que j'évoquais tout à l'heure. Alors, pour les institutions, bien, faire ce genre, travailler dans le domaine de l'accès ouvert, ça pose un certain nombre de questions. Je parlais tout à l'heure de l'Université de Lyon. Est-ce que la question va se poser à l'échelle de l'Université de Lyon ou à l'échelle de Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, etc. C'est des vraies questions. La création d'archives institutionnelles, souvent en France on a eu un peu d'opposition entre HAL et les archives d'institutions. De presse, ou je crois que la question ne doit pas se poser. Il me semble qu'il faut qu'on puisse avoir les deux.
il faut qu'on puisse avoir une archive nationale, pour tout un tas de raisons, je ne reviendrai pas en détail là-dessus, mais il me semble important d'avoir des archives institutionnelles qui comporteront des données, des publications scientifiques, mais éventuellement d'autres choses, qui peuvent contenir des documents pédagogiques ou d'autres. Voilà, je suis désolé, là j'ai mal calibré, mais j'arrive à merci. Donc c'est juste une introduction à quelques-unes des problématiques que l'on a aujourd'hui dans tout ce domaine des données et des publications de la recherche, et je crois que vraiment on commence à comprendre un tout petit peu les problèmes, on ne les a pas résolus pour autant. Merci.